Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Museum Talk organisé par l'Africa Museum de Tervuren. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah Van Beurden et moi-même, Anne-Wetine Poma, pour discuter de la publication du livre Congo en vitrine, Art africain, muséologie et politique, les musées de Kinshasa et de Tervuren. Alors Sarah, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes en direct depuis les États-Unis, puisque c'est là que vous habitez et que vous enseignez pour le moment. Je vais peut-être vous présenter brièvement. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui participent à ce Museum Talk dans le public, dans l'audience en ligne, mais aussi le musée, l'Africa Museum pour cette invitation. Et puis aussi parce que c'est un peu grâce à eux que le livre que vous avez publié en 2015 en anglais a pu être traduit aujourd'hui et être accessible au public francophone, ce qui est quand même important pour tout le public qui vit au Congo aujourd'hui. Donc, vous êtes docteur en histoire de l'Université de Pennsylvanie, professeur associé histoire et études afro-américaines et africaines à l'Université d'État de l'Ohio. Vous êtes l'auteur de Authentically African, Arts and the Transnational Politics of Congolese Culture, donc qui est paru en 2015 et qui a été traduit aujourd'hui et qui sera l'objet donc de notre discussion. Vous avez publié de nombreux articles sur l'histoire coloniale, postcoloniale de l'Afrique centrale, l'histoire des musées, la restitution, les œuvres d'art, la décolonisation, l'art africain contemporain également, les politiques de patrimoine et de conservation, ainsi que sur l'histoire de l'anthropologie et de l'histoire de l'art. Donc, plus récemment, vous avez présidé et coécrit un projet sur les lignes directrices éthiques pour la gestion et la restitution des collections coloniales en Belgique. Et donc, on peut retrouver ces informations-là sur un site internet qui s'intitule restitutionbelgium.be. Et vous avez travaillé en tant qu'experte pour la commission parlementaire spéciale belge sur le passé colonial du pays. Donc voilà, donc c'est un véritable plaisir, un véritable honneur d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Écoutez, sans plus tarder, je vais vous poser une première question, à savoir, mais qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce livre? Quelles sont vos sources d'inspiration pour ce livre? Et puis, quelle a été votre méthodologie de travail aussi pour faire les recherches? À quel fonds d'archives avez-vous eu accès? Comment avez-vous procédé? Ok. Bonjour, Betsy. Bonjour tout le monde. Je m'excuse si j'ai un visage fatigué, c'est parce que c'est 7 heures du matin ici. Alors, c'est pas midi ici. Mais avant de répondre à ta question, je veux prendre un petit minute pour peut-être t'introduire à notre audience, à notre public, Betsy. Tout à fait. Parce que je suis tellement contente que tu as accepté de modérer cette conversation. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Betsy, Anne-Wetine Poma est historienne d'art, commissaire d'exposition, indépendante et penseuse décoloniale. Elle est fondatrice de Betsy Art Gallery à Bruxelles, un espace consacré à la revalorisation des productions artistiques de la diaspora africaine. Et je trouve que c'est un espace très important. Elle a fait partie du groupe d'experts de la diaspora que l'Africa Museum a consulté dans le processus de la rénovation. Et elle a aussi, comme moi, elle était experte pour la Commission Congo, la commission parlementaire. Alors, ça c'est un peu de background sur Betsy. Donc, sa première question. Comme tu as déjà expliqué, c'est un livre qui a été publié en anglais il y a quelques années, en 2015. Et en effet, c'est un livre qui a commencé comme une thèse de doctorat, Alors, j'ai commencé les recherches, c'était 2004, 2005, quelque chose comme ça, il y a longtemps déjà. Mais la thèse de doctorat était surtout sur la représentation du Congo dans les musées. Et alors, c'est évolué encore entre
mes recherches ont évolué encore entre la thèse de doctorat et le livre, en fait. Parce que le livre est vraiment une étude sur le lien entre la politique culturelle coloniale et postcoloniale et sur le rôle de la politique culturelle dans la décolonisation. En termes de méthodologie, j'ai fait des recherches dans beaucoup d'endroits, en fait, parce que c'était pas très facile enfin, souvent, c'est facile pour les gens d'identifier des archives. C'était un peu plus difficile pour ce livre. J'ai fait des recherches à Tervuren, dans les archives de Tervuren, dans les archives coloniales à Bruxelles, mais aussi dans les archives nationales au Congo, dans les archives des musées, le musée de Lumumbashi notamment et le musée de Kinshasa. J'ai utilisé j'ai fait pas mal d'entretiens avec les gens qui ont vécu cette histoire dans le livre, des gens en Belgique, des gens au Congo, les deux, et même en dehors de ces deux pays. J'ai aussi fait un peu de recherche aux États-Unis parce que le dernier chapitre s'occupe un peu c'est une histoire d'exposition aux États-Unis. Alors, j'ai fait des recherches ici. Mais c'est vraiment j'ai combiné des recherches plutôt traditionnelles, historiques, avec, par exemple, des analyses des photos qui ont été très importants pour analyser l'évolution des expositions, par exemple, et des entretiens. Et même une évaluation ou une étude des collections même, des objets même. C'est pas un livre qui s'agit, ce sont pas des histoires de ces objets, mais c'est plutôt un livre qui s'agit des histoires des collections et d'expositions. C'est un peu une différence, je pense. Quand il s'agit de l'inspiration, oui. C'est une question compliquée, je pense, parce que moi, je suis belge d'origine, je suis flamande. Et j'ai grandi en Belgique et dans ma famille, il y avait, comme dans beaucoup de familles flamandes, une vraie présence du Congo à travers des missionnaires. J'avais un oncle qui était un grand-oncle qui était un missionnaire au Congo. Alors, cette histoire était très présente d'une certaine manière, mais de l'autre côté, et je pense que je suis pas la seule d'avoir cette expérience, il n'y avait pas d'information publique à part de ce qu'il y avait dans le musée. Alors, je me suis toujours fascinée de ce vide entre la présence du colonialisme et de l'histoire colonialisme au niveau familial et la vide au niveau de l'éducation. Et je me souviens très bien quand j'ai commencé mes études à KU Leuven en histoire, j'ai pensé, oh, maintenant je vais apprendre. Maintenant je vais apprendre plus sur des choses sur cette histoire. Rien. Ça fait, Toujours rien. pour être clair, ça fait 20 ans. Les choses ont changé, mais toujours rien. Et c'est un peu comme ça que ma journée a commencé, que je prends l'intérêt pris vraiment cette pour ce route, en sujet fait. d'études, Oui, quoi. Oui, oui, ok. oui. Et ça grandit. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis rendu compte, mais ici, c'est beaucoup plus facile de faire ce type de... C'est drôle, non? Mais c'était beaucoup plus facile de faire ce type de recherche ici aux États-Unis. C'est un peu l'histoire de ce livre, oui. Ben, ça nous amène un petit peu à la deuxième question, en fait, par rapport à l'histoire de ce livre, enfin, plutôt par rapport au contenu de ce livre. S'il fallait le résumer avec quelques arguments clés, pour moi, ça me paraît complètement impossible parce que c'est un livre que je trouve qui va vraiment avec beaucoup de détails, qui aborde beaucoup d'aspects théoriques aussi sur la conservation, sur les notions de patrimoine, sur les notions vraiment de gestion, de politique culturelle. Mais malgré tout, on va essayer d'en capturer l'essence et s'il fallait donc en faire une sorte de résumé avec les arguments clés du livre, quels seraient-ils?
Ok. Oui, c'est une question difficile de faire ça en quelques minutes, mais je vais quand même essayer. J'ai amené quelques images ici. On voit les deux couvertures Mhm. Donc celle de des livres. 2015 et celle d'aujourd'hui, de Oui, oui. 2021. Mais c'est la question suivante, slide s'il vous plaît. Oh non, c'est moi qui peux faire ça. Pardon. Il y a deux musées qui sont au cœur de ce livre. Enfin, il y a le musée que nous connaissons tous en Belgique, Musée royal de l'Afrique centrale, et il y a l'Institut des musées nationaux au Congo. À gauche, vous voyez une photo de l'ancien, du premier endroit du musée. Ça existe toujours, mais on a aussi ce nouveau musée au centre de Kinshasa. Maintenant, maintenant les bâtiments à gauche sont à Montgaliema et le siège de l'Institut national est toujours là. Mais le musée pour Kinshasa, c'est maintenant le nouveau slide. Mais ce n'est pas un livre qui s'agit des histoires institutionnelles de ces musées. C'est plutôt un livre qui utilise les histoires de les institutions pour raconter une autre histoire et une autre manière de raconter l'histoire de la décolonisation, en fait. Alors, mon point de départ, la question avec laquelle je suis partie, en fait, est comment est-ce qu'on peut regarder l'histoire de la décolonisation du point de vue de la politique culturelle? Il y avait au moment quand j'ai commencé à faire mes recherches, il y avait assez de livres historiques sur la politique autour de l'indépendance et enfin, ce type de négociation, ce type d'histoire existait Sur déjà. l'histoire politique, vraiment? L'histoire politique, oui, l'histoire plutôt économique de l'indépendance et la décolonisation. Mais ce qu'il n'y avait pas, était un livre sur cette histoire du point de vue de la politique culturelle. Et alors, c'est comme ça que c'est cette question que j'ai essayé à répondre Oui, dans parce que le livre. effectivement, l'idée aussi, enfin, ce que tu découvres finalement à travers ces recherches, c'est que c'est à travers cette politique culturelle finalement que la colonisation aussi a été installée et que cette politique culturelle qu'on n'a pas étudiée, c'était un instrument, un outil de la colonisation. Oui, exactement. Exactement, oui, c'est ça. Oui. C'est toi qui tu peux faire le sommaire du livre. Non, non, pardon. Non, J'ai trouvé que perfect. c'était tellement fascinant, en fait, que ça soit documenté. C'est des choses dont on avait, enfin, dont, par exemple, moi, à niveau personnel, dont j'avais l'intuition, dont je pouvais exprimer peut-être les résultats dans certaines expériences finalement, dans certains vécus, mais le fait d'avoir ces recherches structurées qui viennent finalement un petit peu expliciter cette manière de fonctionner, je la trouvais assez intéressante. Donc voilà. Oui, oui, merci, mais je suis contente que tu as trouvé le livre intéressant. Alors, il y a deux arguments clés. Le premier argument est que dans les dernières années de la colonisation, il y a eu une évolution dans la politique culturelle coloniale. On connaît tous la politique de la mission civilisatrice dans ce type d'idéologie, mission civilisatrice évidemment. Les objets du musée dans ce type d'idéologie ont joué le rôle d'illustrer la barbarité, en fait, des communautés africaines, des communautés congolaises. Et pour ça, ils ont été utilisés pour justifier le projet colonial, en fait, comme propagande. C'est toujours le cas vers la fin des années de l'époque coloniale, et je parle des années 50 surtout, mais la position ou le rôle que ces objets ont joué, ces collections coloniales ont joué a changé et ça a influencé la politique culturelle coloniale en fait. Parce que ce qu'on voit dans l'époque
des années 50, c'est plutôt une idéologie que j'appelle la tutelle culturelle, en fait. Alors, si l'exposition de ces objets a toujours joué un rôle important dans la promotion du colonialisme, ils ont été utilisés pour montrer quelque chose un peu d'autre. Ce n'est qu'après la guerre que la protection même de ces objets est devenue une justification pour le colonialisme. Alors, c'est ça que j'appelle la tutelle culturelle. Alors, la protection de ces cultures est devenue une justification pour le colonialisme. L'État colonial est nécessaire. Les musées coloniaux sont nécessaires pour protéger le patrimoine des Congolais. Alors, ça a changé un petit peu. Et ce changement a eu une grande influence sur la politique postcoloniale aussi. C'est le deuxième argument clé du livre. Alors, c'est dans ce contexte de la tutelle culturelle que l'authenticité culturelle de ces objets qu'ils représentent a été liée à une certaine légitimité politique, en fait, la légitimité politique de l'État colonial dans ce cas. Alors ça, j'explique dans les deux premiers chapitres du livre. La deuxième partie du livre s'agit plutôt d'une exploration de ce deuxième argument clé, qui est que la politique culturelle coloniale a influencé la politique culturelle postcoloniale et a influencé la manière dont on a envisagé, le Congolais ont envisagé la décolonisation comme une lutte pour des ressources culturelles, pas justement pour des ressources économiques, mais aussi pour des ressources culturelles et pour la tutelle culturelle, pour récupérer cette tutelle culturelle de l'État colonial, en fait. Il y a trois manières dans lesquelles je suis cet argument dans le livre. D'abord, il s'agit de la possession littérale des objets. Alors, la longue histoire des demandes de restitution pour les collections coloniales de la part du Congo et plus tard le Zaïre. C'est un aspect. Le deuxième aspect, le deuxième piste, en fait, s'occupe plutôt de la politique culturelle, de la décolonisation comme la capacité de former des collections, la capacité de gérer un musée, à créer des connaissances autour de ces objets et leur culture. En fait, de récupérer cette capacité de l'État colonial vers l'État postcolonial. Et dans deux chapitres du livre, je regarde d'un peu plus près l'histoire de cet institut de musées nationaux au Congo et la manière dont, la naissance de ce institut et la manière dont laquelle ce institut a fonctionné. Et finalement, il y a une troisième piste qui est très importante pour récupérer cette tutelle culturelle et c'est la représentation de ce patrimoine vers un public national, exposition pour un public national, mais aussi international. Et l'argument dans le livre est que cette représentation internationale était en fait beaucoup plus importante que la représentation nationale, finalement. Alors, le dernier chapitre regarde vraiment la politique autour des expositions qui ont été organisées en Amérique du Nord. D'abord par le musée de Tervuren et plus tard par l'Institut des musées au Congo et Zaïre. Alors, ça sont les deux arguments clés et c'est un peu le contenu, enfin, je vous ai donné un peu un regard sur le contenu du livre. Ok, merci beaucoup. Ce livre, oui, il aborde comme je disais tout à l'heure, des questions théoriques et puis aussi il décrit des situations pratiques de manière assez complète. Il aborde notamment aussi la question de la création d'une authenticité de l'art africain qui a eu un impact évidemment sur la création d'un marché de l'art international et à partir de la Belgique. Mais la question qui est quand même la plus d'actualité que j'ai envie de poser maintenant,
c'est, puisqu'on aborde l'histoire des musées au Congo aujourd'hui, l'histoire des musées au Congo, et qu'aujourd'hui, on est quand même dans des questions de restitution, de demande de restitution. Il y a un projet de loi du secrétaire d'État d'Hermine qui devrait sortir très bientôt. Mais au vu de toutes les recherches que vous avez faites, en termes de restitution et sur les questions de restitution, qu'est-ce que ce livre peut apporter finalement comme éclaircissement sur ces questions-là? Par exemple, sur, vous l'avez dit, le fait qu'il y avait déjà eu des demandes de la part du Zaïre et du Congo pour recevoir des objets de retour. Puis il y a aussi la question de l'étude de la provenance des objets. Peut-on considérer qu'il y a des objets qui ont été acquis de manière légitime en contexte colonial? C'est une question que je me pose très, très sincèrement. Donc, voilà, ça fait déjà beaucoup de questions en une. Donc, Oui, merci pour cette question. Ce qui est intéressant, et quand j'ai publié le livre en anglais en 2015, le débat, comme il existe aujourd'hui autour de la restitution, n'était pas la même. Alors, j'ai presque pas reçu cette question à ce moment. Et maintenant, quand je parle du livre, tout le monde me demande cette question, enfin, la leçon pour aujourd'hui autour de la restitution. Il y a plusieurs choses que je peux dire en réponse. Je pense d'abord, je pense que le livre montre que la manière dont on parle de l'histoire des débats de la restitution maintenant est très important parce que souvent dans les médias aujourd'hui, on donne un rôle central aux initiatives de Macron. C'est toujours le speech de Macron, le rapport que Macron a commandé, mais je pense que si on lit mon livre, on se rend compte que ça rend invisible l'histoire africaine, ce débat, qui date à l'époque de l'indépendance. Les premiers débats autour du retour des collections de Tervuren, notamment, ont été lancés dans le contexte de l'indépendance en 99, en 60, dans les médias au Congo, en fait. Et même avant, en fait, si on en croit certains chercheurs comme Martin Coutenir qui expliquaient que les premières demandes datent de la fin du 19e siècle. Oui, absolument, mais ce sont des demandes qui sont un peu plus différentes. Ce sont des demandes, c'est absolument le cas que Martin Coutenir, un chercheur du musée, a montré ça dans ses recherches. Ce sont des demandes qui ont été pour récupérer des objets, pour leur restituer dans leur rôle d'origine, en fait, dans les communautés d'origine. Oui, tout à fait. d'origine. Alors que maintenant, on parle vraiment de négociation d'État à État. Et on parle, dans les années 60, on a parlé de la restitution des collections muséales, donc des objets comme des objets muséals, pas d'objets utilisés dans les communautés. Alors, à ce moment, l'identité de ces objets dans ces négociations était déjà une identité comme objet muséal. Objet de musée et pas comme objet qu'on a utilisé en fait dans une communauté, dans une culture. Ça, c'est une différence. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il serait légitime alors de considérer la restitution uniquement dans ce cadre-là, de considérer ces objets comme des objets de musée et de ne pas envisager un retour dans certaines communautés sources? Ça, c'est une des questions plus difficiles du débat maintenant, je pense, parce que à cause du colonialisme même, beaucoup de ces coutumes autour de ces objets n'existent plus. Mm-hmm. Il y a toujours de changements culturels, hein. Il y a des coutumes qui émergent, qui n'existent plus. Ça, c'est normal, mais on sait très bien que l'époque coloniale
a, enfin, a eu un effet, un très grand effet sur les cultures congolaises, sur les pratiques culturelles au Congo. Alors, c'est pas toujours possible de rendre un objet vers son origine, son vraie origine, en fait, son vraie origine. Non, tout Et à c'est plus fait, mais dans les facile cas où ce d'avoir serait possible, hein, dans les cas où ce serait possible, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Hein? Parce que pour le moment, on a quand même l'impression que les négociations se passent très très fort entre institutions, d'État à État. Le Premier ministre congolais vient en Belgique, il reçoit une liste, un inventaire des mains directement du musée. Tout cela semble se faire dans un certain secret. Donc, la question, c'est vraiment de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver légitime de travailler les questions de restitution dans un contexte qui reste donc dans l'idée que les objets sont des objets de musée qui vont retourner dans un autre musée. Ou alors, est-ce qu'on pourrait quand même envisager d'ouvrir le débat malgré tout, de savoir est-ce qu'on peut aussi rendre certains objets, quand les conditions s'y prêtent, à des communautés sources, par exemple? C'est pas juste la Belgique qui est entrée qui envisage des débats entre États, en fait, ou institutions nationales. C'est aussi le cas en France, par exemple. C'est aussi souvent le cas en Hollande. Et c'est parce que il y a une bonne raison pour ça. Je suis pas d'accord avec cette approche, mais il y a une bonne raison. Parce que comme État européen, on ne peut pas dépasser l'autorité d'un État africain, surtout pas si c'est un État qui est une ancienne colonie. Ça serait néocolonial de faire quelque chose comme ça, de dire non, on va parler justement avec les communautés d'origine et on ne veut pas parler avec l'État africain. Parce ça dépasse la souveraineté de ce État. Alors, il y a ce problème qui est un vrai problème. Mais je pense que quand même, il y a des manières de mettre tout le monde autour de la table, de consulter avec des musées en Afrique, mais aussi avec les communautés d'origine. S'il y a un intérêt dans ces objets de la part de ces communautés d'origine ou des familles même. Dans le cas très connu de Lusinga, l'objet et les restes humains de Lusinga, c'est peut-être plutôt la famille avec qui on doit se mettre autour de la table. Alors, il y a plusieurs approches qui sont possibles, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même important d'inclure plusieurs parties dans ce type de négociation et pas seulement deux États. Et quand on parlait de leçons pour aujourd'hui, le livre, il aborde encore d'autres points, par exemple sur la question de la conservation des objets et des musées aujourd'hui au Congo. Beaucoup de personnes parlent du mauvais état du musée qui se trouve au Mont Kaliema à l'université. Quel est votre point de vue sur cette question de l'état des musées aujourd'hui au Congo? Ça, c'est l'autre chose que mon livre montre, est que ce type d'argument, que nous, on doit penser à la conservation des objets, la valeur universelle des collections comme il existe en Europe, des arguments comme ça existaient déjà dans les années 60 contre la restitution. Et ce sont les mêmes arguments qui circulent aujourd'hui, toujours. L'argument autour de la conservation, il y a plusieurs choses que je veux dire là-bas. D'abord, ce focus sur conservation, parfois, créer une priorité de la conservation sur l'accès aux objets, notamment pour les Congolais. Alors, on doit dire, qu'est-ce qui est le plus important ici? Qu'une population a l'accès à sa patrimoine colonial
même s'il y a un risque que la conservation n'est pas du même niveau. Ça, c'est une décision qu'on doit prendre, ce qui est le plus important ici. La deuxième chose que je veux dire est, personnellement, je trouve que beaucoup de ces arguments autour de la soi-dite mauvaises conditions de conservation en Afrique en comparaison avec l'Europe sont très exagérées. C'est pas le cas partout en Afrique. Par exemple, quand on regarde Sénégal, il y a un nouveau musée là-bas. Et quand on regarde le cas de Kinshasa, il y a un nouveau musée à Kinshasa. C'est vrai que les conditions de conservation dans enfin, la siège national de l'Institut des musées nationaux ne sont pas bons. C'est le cas. Mais il y a aussi des musées européens dans lesquels il y a des problèmes de conservation ou des problèmes d'infrastructure. Et on parle beaucoup moins de ça. J'ai vu des conditions dans des musées européens qui ne sont pas bons non plus. Tout à fait. Ça, c'est la deuxième chose qu'on doit dire, je pense, en réponse sur cette question. Okay. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais... De toute façon, on peut difficilement résoudre des questions aussi complexes, voilà, en si peu de temps. Donc, j'avais peut-être oublié de préciser pour toutes les personnes qui nous suivent en ligne que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et que dans un peu moins de 10 minutes, on va commencer à répondre à ces questions-là. Et sinon, vous pouvez aussi partager vos commentaires dans l'onglet chat. Pour peut-être terminer cette question de la restitution avant de passer à la question suivante, je le disais tout à l'heure, il y a eu un inventaire de la part du musée de Tervuren et votre livre parlait lui-même de 125 000 objets ethnographiques qui sont qui se trouvent actuellement dans l'enceinte du musée. Et le Premier ministre congolais a reçu un inventaire qui avait 85 000 objets. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle différence, en fait? Je ne sais pas comment on a créé cet inventaire qu'on a donné au Premier ministre du Congo. Je ne travaille pas pour le musée, alors je ne sais pas. Ce que je sais est que la collection du musée de Tervuren a des objets d'origine congolais, mais aussi des objets d'origine rwandais, burundais et d'origine, enfin, d'autres origines africaines. Tout à fait. Alors, je pense que ce sont ces objets qui n'ont pas été inclus dans cet inventaire. C'est juste que c'est ça que j'imagine. Peut-être qu'ils ont fait une autre différence entre des objets qui sont expropriés et qui ne sont pas pas expropriés, je ne sais pas en fait. Ce que je peux dire est qu'il y a des objets dans la collection de Tervuren qui ne sont pas du Congo, qui ne viennent pas du Congo. Et sur cette notion aussi d'authenticité, en fait, comment est-ce que cette notion d'authenticité a été inventée finalement, ou en tout cas mobilisée autour de cette collection, finalement, pour augmenter la valeur de ces objets au niveau d'un marché de l'art complètement séparé et volontairement aussi séparé de son milieu d'origine, décontextualisé de son milieu d'origine, en fait. Ça, c'est quelque chose que tu expliques aussi à un moment dans ton ouvrage. Et c'est difficile d'expliquer ça dans quelques mots, mais je vais essayer. On connaît tous l'idée de l'authenticité culturelle, mais c'est une idée qui fait beaucoup de... Ça existe dans toutes les cultures. Mais
dans le contexte colonial, ça fait beaucoup de travail, en fait, cette idée. Cette idée est fondée sur une série de suppositions erronées sur la société traditionnelle comme précoloniale, isolée, homogène, et sur l'artiste comme lié à cette tradition. Donc, dans le processus d'extraction des objets, la projection de l'authenticité sur un objet servait à légitimer son enlèvement en tant que sauvegarde, en fait. L'inquiétude face à l'inquiétude coloniale face à ce qu'on appelle le mort des cultures traditionnelles. On était très occupé, surtout pendant les années 50, par la protection des La sociétés sauvegarde, hein. traditionnelles. Oui, la sauvegarde. Explique aussi cette focus sur l'authenticité traditionnelle et sur les objets qui représentent, dans le vue des scientifiques, qui représentent cette authenticité. Et ce type d'idées a influencé aussi les idées autour de l'authenticité culturelle qu'on voit dans la politique postcoloniale de Mobutiste, par exemple. Pendant l'époque de Mobutu, authenticité est devenue l'idéologie officielle de l'État pendant quelques années, de l'État zaïrois en fait. Et on voit les mêmes idées sur l'authenticité dans ce politique que dans le politique colonial, en fait. Alors, ce sont des idées qui ont beaucoup d'influence, même aujourd'hui. Cette interprétation des objets comme authentiques, alors les objets qui représentent une identité précoloniale, qui n'est pas touchée par la modernité, qui n'est pas influencée par la modernité, est une conception qui joue un rôle très grand, comme tu as dit, dans le marché d'art toujours. Alors, c'est quelque chose qui est toujours très influentiel. Mais c'est un construit historique. C'est une construction historique, oui. Et oui, c'est une construction historique, oui. Et il reste plus qu'une minute normalement, mais j'ai quand même envie de poser la dernière question parce qu'elle est complètement liée à cette question de l'authenticité finalement et de comment est-ce que certains objets sont considérés comme authentiquement congolais, d'autres pas, et comment certains objets sont considérés comme authentiquement congolais à condition d'être décontextualisés de leur milieu d'origine, parce que je trouve que c'est quelque chose qui s'applique aussi beaucoup aux personnes en fait congolaises, entre les personnes qu'on va considérer comme congolaises, comme personnes comme interlocuteurs légitimes pour parler de ces questions-là, et puis d'autres qui tout à coup ne le seraient pas parce qu'ils seraient nés en diaspora ou parce qu'ils auraient effectué un voyage à un moment et qu'ils auraient été décontextualisés de leur milieu d'origine et que tout à coup... donc, c'est comment envisager les rapports entre les publics, tous les différents publics, mais les publics afrodescendants et le musée, donc l'Africa Museum, en tenant compte de son histoire et de la question aussi donc de cette question de légitimité, mais aussi de la question de la production du savoir aujourd'hui, puisqu'on sait que le musée, le nouveau rôle du musée aujourd'hui, enfin, c'est même pas un nouveau rôle, je pense, en termes de production du savoir, est quelque chose d'assez important. Et en fait, c'est même pas nouveau du tout. Oh, ça, c'est... Tu poses des questions difficiles. Pardon. Non, c'est pas grave. C'est une question importante. Et tu as raison, je pense que cette idée sur qui est un interlocuteur authentique joue d'une certaine manière. Nous sommes pas encore libres de ces idées sur représentation authentique. Et ça se voit parfois dans les
relation peut-être du musée avec les relations des communautés de diaspora en Belgique peut-être, vis-à-vis les relations avec les Congolais ou les Rwandais ou les Burundais en Afrique centrale. L'autre problème est que dans la manière dans laquelle les sciences, la production du savoir est a été pratiquée au musée, c'est une manière qui historiquement est très liée au projet colonial. Ça existait en service du projet colonial, en fait. Et c'est pas très facile de... On peut pas effacer cette histoire. Ce qu'on peut faire est d'essayer de trouver une nouvelle relation avec ce passé. Une relation qui est beaucoup plus ouverte à accepter les conséquences de ce passé. Et c'est peut-être un peu abstrait, mais c'est ça que je pense qui est en train qui est le problème un peu souvent maintenant, qu'on essaye de trouver une autre relation à ce passé, une relation plus ouverte, mais on ne sait pas très bien comment faire ça. Et c'est quelque chose de très compliqué. J'avoue que c'est très compliqué. Mais il y a beaucoup de problèmes qui viennent de ce problème. Ça crée de nouveaux problèmes. Par exemple, dans la production du savoir. Je ne veux pas dire que les scientifiques d'aujourd'hui sont comme les scientifiques coloniaux. Ce n'est pas du tout le cas. Quand on regarde, par exemple, les gens qui travaillent dans l'anthropologie, se sont très conscients de cette histoire coloniale de leur science. Ils se rendent compte très bien de ça. Et ils essayent de prendre position vis-à-vis ce passé. Mais ce n'est pas, une évolution rapide ni facile. Et je pense qu'on est encore en plein d'évolution quand il s'agit de la production du savoir en Belgique vis-à-vis de la production du savoir, par exemple, en Afrique centrale. Et la place que la production du savoir, les connaissances, les sciences pratiquées à Tervuren ont au niveau mondial vis-à-vis ce qu'on fait au Congo. Le monde regarde Tervuren beaucoup plus que Unikin ou l'Institut des musées nationaux. Il y a des raisons historiques pour ça. Et on ne peut pas résoudre ça dans quelques années, même pas dans des dizaines d'années. C'est une évolution compliquée, mais c'est une évolution qu'on doit vraiment faire face à ce problème aujourd'hui, je pense. C'est le moment. Ah là là, j'ai encore une ou deux questions, vraiment en plus une en lien avec cette réponse-là, mais bon, il est 45, donc je vais quand même tenir ma promesse. Hein, on va ouvrir le débat aux questions du public et y répondre. Et puis, si on a encore le temps, je garde ma question vraiment parce que je trouve ça très, très important. Alors, dans les questions du public, donc je rappelle que donc vous pouvez poser vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Et je l'avais peut-être pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi poser vos questions dans la langue, enfin en français certes, mais aussi en anglais ou en néerlandais, et Sarah y répondra dans sa langue. Et donc, dans les questions, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont apparues. Oups. Il y a notamment la question de l'accueil du livre qui, dans le monde anglophone quand il est sorti en 2015. Peut-être aussi pour comparer avec l'accueil dans le monde francophone. Je vais déjà poser cette question-là et puis il y en a d'autres. Oui. Donc, ouais. L'accueil était bien, mais c'était un accueil comme un livre. C'est un livre académique. Hein? Et alors, c'était surtout dans des environs, des cercles académiques qu'on a parlé, que j'ai eu des conversations autour du livre, en fait, à ce moment. Beaucoup de ça a changé
dans les dernières années parce que le débat autour de la restitution a trouvé un nouveau esprit, est dans une nouvelle phase. Alors maintenant, je reçois beaucoup plus de questions des institutions publiques, par exemple, même aux États-Unis, pour parler de cette histoire et de la manière que cette histoire peut informer la politique de la restitution d'aujourd'hui. Alors, j'ai vu un changement à travers le temps. Et je pense que c'est un très bon moment pour une traduction. Je suis très heureuse que le musée de Tervuren a accepté de financer cette traduction parce que ça veut dire que maintenant, le livre est beaucoup plus accessible aux Congolais, au Congo. On vend le livre au Congo et c'est plus accessible à un public francophone, ou plutôt francophone. Oui, et pas uniquement académique aussi, peut-être. Et pas uniquement avec académique. Je ne sais pas, c'est parce que le livre vient de sortir, alors je n'ai pas encore eu beaucoup de réponses. On verra. Ok. Alors, les questions suivantes, je vais prendre deux questions en même temps, trois peut-être, non, deux, qui concernent en fait les questions de restitution. Donc, la remise de l'inventaire de 85 000 objets conservés à l'Africa Museum est-elle un pas important historique selon vous? Et pourquoi? Est-ce que tu peux répéter ça? Quel inventaire? L'inventaire donc des objets que l'Africa Museum a remis au Premier ministre congolais dernièrement. Alors, la question est de savoir, est-ce que cela représente un pas historique et important? Parce qu'il est vrai aussi, enfin, là j'interprète la question, mais que pour beaucoup de personnes qui peut-être ne suivent pas les débats en détail, beaucoup de personnes peuvent voir ça comme un moment important, historique, voire historique. Et donc, la question est de savoir, en tant que chercheuse qui travaille sur ces questions, quelle est ton opinion? De même que, pardon, alors de même que, du coup, là, ça rejoint la deuxième question, peut-on considérer aujourd'hui que le projet de loi sur lequel Thomas Dermine travaille actuellement sera aussi une avancée historique et alors, la personne demande aussi de comparer cette démarche à la France, aux Pays-Bas ou à l'Allemagne. Ok. Je vais répondre à la première partie de question d'abord. C'était un geste symbolique. Les gestes symboliques sont importants, mais seulement quand il y a un vrai engagement derrière des gestes symboliques, je trouve. Parce que le musée à Kinshasa a déjà accès à l'inventaire du musée de Tervuren. Alors, c'est pas comme c'est la première fois que le Congo a accès à l'inventaire. Ce qui est très important maintenant est d'être sûr que les conversations autour de la restitution se déroulent avec une ouverture à la participation de plusieurs parties, en fait. Avec la participation de plusieurs parties. Congolais, du diaspora, et en termes congolais, comme j'ai dit, peut-être les communautés d'origine à côté du musée national, par exemple. D'avoir des débats très ouverts sur la manière dont laquelle on va appliquer une restitution, de vraiment écouter les autres parties et qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont les priorités de l'autre côté. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, alors il y a, pour les gens qui ne savent pas, il y a une proposition de loi qui vient du secrétaire d'État Thomas Dermine, comme tu dis, Vetsi, qui propose une manière, qui propose une manière de
choisir les objets à rendre. Oui, une manière pour dérouler cette restitution qui est assez étroite peut-être. Parce que d'abord, les recherches de provenance sont très importantes, je pense, pour ce projet de loi et pour le musée. Et je suis d'accord que les recherches de provenance sont très importantes, pas justement pour la restitution ou pour le retour de collection, mais aussi pour le public, la public du musée. On doit vraiment développer ce type de connaissances, de savoir autour de ces objets. Comment ont-elles été enlevées de leur contexte d'origine? Mais c'est aussi très caractéristique de ce type de recherche qu'on ne va pas trouver des réponses faciles à ce type de questions. C'est la nature des archives coloniales de ne pas, enfin, on peut pas utiliser les archives coloniales comme réponse à des questions d'origine, parce que souvent ce type d'informations se trouve pas dans les archives coloniales. Ils sont construits d'un certain point de vue, dans un certain contexte. Et ce type d'information, souvent, n'est pas là. Alors, ce qu'on peut faire est et on est en train de faire ça, de pratiquer les recherches de provenance d'une manière différente et de vraiment inclure aussi l'histoire orale, par exemple, les mémoires des communautés d'origine. On doit élargir en fait la manière dont on fait ce type de recherche. Mais on doit toujours se rendre compte que ça ne va pas donner des réponses faciles. Alors, ça veut dire que si on veut vraiment engager dans des pratiques de restitution, on doit être ouvert à d'autres manières de restituer des objets. Si ça dépend seulement les recherches de provenance, on ne va pas trouver beaucoup de solutions. Alors, pourquoi pas dire, oui, on fait de la restitution des objets que les communautés d'origine ou le musée à Kinshasa demandent, même si on ne sait pas comment exactement ils ont été enlevés. Pourquoi pas? Il y a d'autres manières de faire ça. Et je ne sais pas clair, parce que le texte n'est pas public de proposition de loi. Alors, je ne suis pas très claire comment on essaye de ranger ça dans le texte. Et l'autre chose est que on risque de mettre en place un processus sans vraie consultation avec le Congo ou le Rwanda ou le Burundi. Et ça, c'est l'autre chose. C'est une loi qui s'occupe seulement du Congo. Il y a beaucoup plus de collections coloniales en Belgique que des collections qui viennent du Congo. Il y a Burundi, Rwanda, mais il y a aussi des collections coloniales qui viennent des communautés Native Communities, communautés d'origine des États-Unis, par exemple, ou en Asie. Le problème est beaucoup plus grand que juste les collections du Congo. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants et qu'ils ne sont pas grands. Oui, ils sont. Mais ils ne sont pas les seules collections coloniales en Belgique. Non, tout à fait. Peut-être que finalement, ça montre un petit peu peut-être que cette loi, ce projet, cette proposition de loi aujourd'hui répond à une question politique présente en Belgique de la part de la société civile qui, elle, réclame, en tout cas une partie importante de la société en Belgique qui, elle, en tout cas, réclame cette question de cette restitution. Mais je vais continuer à lire les questions parce qu'il y en a d'autres. On revient encore avec cette question de la loi de la demande, du projet de loi de Thomas Dermine. La nouvelle loi Dermine crée 3 catégories d'objets, ceux donnés, ceux acquis de façon violente, volés, et ceux en étude,
La collaboration avec le Congo doit encore s'organiser, mais peut-être que certains acteurs vont vouloir récupérer certains objets considérés comme donnés. Comment faire puisque dans un contexte colonial se pose la question, au vu du rapport de domination, du fait de donner. Est-ce que cette loi est vraiment bien pensée? Vous qui faites partie de la commission, quels ont été les plus gros obstacles à l'élaboration de cette loi? Donc ça, c'est la question. Pour clarifier, la commission Congo n'a pas travaillé avec Dermine sur ce loi. Alors, ce sont deux initiatives séparées. Notre rapport, et Wetsi aussi dans le rapport, on parle de l'importance d'engager dans la restitution. Et on essaie d'expliquer comment faire ça dans une manière très inclusive. Mais ce sont deux initiatives séparées, en fait. Tout à fait. Est-ce que cette initiative, d'ailleurs, du secrétaire d'État Thomas Dermine ne vient pas quelque part concurrencer le projet de la commission sur le passé colonial? Je me suis demandé la même question. Je ne sais pas. Et ça donne l'impression, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en derrière de la scène, en fait. Est-ce qu'on dit ça en français, en derrière de la scène? Oui, tout à fait. Behind the scenes, oui. Je ne suis pas sûre ce qui se passe, mais c'est vrai. C'est aussi le cas que c'est un peu, dans l'air aujourd'hui. Les initiatives autour de la décolonisation, alors plusieurs parties, plusieurs personnes ont l'idée de faire des choses pareilles. Ça peut être ça. Peut-être il y a quelque chose d'autre, je ne sais pas, en fait. Mais je veux revenir sur cette partie de la question qui demande est-ce qu'il y a plusieurs catégories des objets volés? Personnellement, je pense si un objet fait partie d'une collection coloniale, c'est problématique. Parce que ça vient d'un contexte colonial. Alors, la point de départ doit toujours être d'interroger ce objet, parce que ça vient d'un contexte colonial. Alors, c'est possible qu'il y a de l'espace pour nuancer, mais on ne peut pas faire ça au début. On doit vraiment regarder tous les objets dans les collections comme ça, comme problématiques, je trouve. Parce qu'ils viennent d'un contexte colonial, et un contexte colonial est un contexte qui est le fondament de ce contexte est l'inégalité. Alors même si on donne des choses, même s'il y a un cadeau, ça ne veut pas dire que c'est une représentation des relations égalitaires. C'est toujours problématique dans ce contexte. Personnellement, je trouve que peut-être il y a des échanges qui ont été lieux dans ce contexte qui sont OK selon notre... Enfin, par exemple, je sais qu'il y avait des sculpteurs. Il y avait par exemple un sculpteur pendé très connu qui a fait des commandes, qui a travaillé pour sa communauté, mais qui a aussi produit sur commande des musées à l'extérieur. Alors ça, c'est une autre situation que, par exemple, la situation avec le statut et les restes humains de Lusinga. Évidemment, il y a des différences, mais ce sont les deux, ils font partie des collections coloniales. Alors, le point de départ doit toujours être de mettre en question la présence de ces objets. Merci beaucoup, Sarah Van Beurden, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui, d'avoir répondu aux questions du public. Il y a d'autres questions qui sont dans le chat, enfin qui sont apparues. Oui, j'ai pas regardé. Mais il est déjà 14 heures. Bon, est-ce que on continue et on pose quand même une dernière question avant de clôturer la séance? Et les gens peuvent toujours m'envoyer un email. Je vais mettre mon email dans le chat. Très bien. Ah ben voilà, le modérateur me dit qu'on peut faire une dernière question. Alors, il faut choisir. Et je propose de rester sur cette question
mais qui concerne aussi les musées au Congo et particulièrement à Kinshasa. Donc, comment se passe la collaboration entre les musées de Kinshasa et l'Africa Museum aujourd'hui? C'est plutôt une question pour l'Africa Museum aujourd'hui. Bon, j'ai pas choisi la bonne question. Non, mais je peux essayer de répondre. Il y a une très longue histoire de collaboration entre les deux institutions parce que l'origine de l'Institut à Kinshasa est une collaboration entre Tervuren et enfin, le bureau présidentiel de Mobutu. C'est l'origine. Et dans les premières années de l'Institut des musées nationaux, le directeur, Cain, de Tervuren, était le directeur à Kinshasa aussi. Alors, l'histoire de ces musées est très liée l'un à l'autre. Il y a eu des périodes de collaboration étroite et il y a eu des périodes de séparation, en fait. Je ne sais pas exactement où on est aujourd'hui, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de contacts entre les gens de Kinshasa et du musée à Lubumbashi aussi et les scientifiques qui travaillent à Tervuren, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de contacts. En termes de financement aussi, peut-être qu'il y a des choses ça, qui se passent. Okay. Ça, je ne sais pas. C'est une question pour les directeurs Grisels, peut-être. Je sais que le financement du nouveau bâtiment à Kinshasa, c'est financé par le Corée du Sud. Alors, c'est pas de l'argent belge, en fait. D'accord. Mais peut-être qu'il y a des projets entre les deux. Je sais qu'il y a un projet pour installer l'inventaire de Tervuren au musée de Kinshasa et je pense à Lubumbashi aussi pour rendre ce inventaire plus ouvert en fait au public. Par exemple, il y a des initiatives comme ça. Ok. Et vraiment, la toute dernière, après, je promets, j'arrête, mais c'est juste que je trouve que c'est une question quand même assez pertinente pour clôturer cette rencontre. Pourquoi est-ce plus facile de mener une étude sur l'historiographie muséale depuis les États-Unis par rapport à la Belgique? Parce que cette histoire pèse moins lourd ici. Moins lourd ici? Ah oui, ici, pardon, puisque tu es aux États-Unis, oui. Ici aux États-Unis. Ok. Et il y avait... Mais ça fait longtemps. Hein. Je suis partie de la Belgique il y a 20 ans. Et à ce moment, il y avait plus de spécialistes dans l'histoire du Congo, dans l'histoire de l'Afrique centrale, aux États-Unis. Et je ne suis pas la première à partir. Hein. Il y a toujours plusieurs Belges en Amérique du Nord qui travaillent soit sur les collections africaines ou sur l'histoire africaine en Amérique du Nord. Et alors oui, j'ai trouvé ici un environnement qui était à ce moment beaucoup plus ouvert à ce type de recherche que ma université en Belgique, il y a 20 ans. Je pense que les choses ont changé, mais pour être totalement honnête, pas assez. Ils n'ont pas assez avancé. J'avoue que oui, les choses ont changé. Je me permets d'émettre une opinion assez sceptique parce que il me semble que pour le moment, on a trouvé de l'argent pour faire des recherches sur ce que la diaspora mange. Au niveau, oui, c'est-à-dire qu'on a des fonds pour payer des chercheurs qui vont faire des études sur les pratiques alimentaires des gens de la diaspora pour les comparer à celles des gens au Congo. Donc, quand on dit que les choses ont changé, bon, je me permets d'émettre une opinion assez sceptique à ce niveau-là parce que ça correspond pas beaucoup, ce type de recherche ne correspond pas beaucoup au type de recherche pour lesquelles il y a des vraies demandes au niveau de des débats, des échanges avec les gens de la société civile. Donc, je trouve que... Mais c'est peut-être plutôt une question pour toi. Comment
trouver une nouvelle relation entre la diaspora, les communautés africaines en Belgique et le musée. C'est une question tout à fait ouverte. Oui, oui. C'est une question tout à fait ouverte, effectivement, mais voilà. C'est une question importante, je pense. Très importante pour le futur du musée, pour le futur, mais pas juste le futur du musée, pour le futur des recherches en Belgique, pour le Oui, futur oui, tout à fait. des Que ce soit au relations. musée de l'Afrique centrale que dans les autres musées, la question des publics, des rapports avec les publics des diasporas, effectivement, une question transversale qui sera peut-être l'objet d'une prochaine discussion. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir d'avoir répondu à nos questions. Merci au public d'avoir été présent. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de réactions. Il y a eu pas mal de questions assez intéressantes. Donc, merci beaucoup aussi, bien sûr, à l'équipe de l'Africa Museum d'avoir tout organisé pour cette rencontre aujourd'hui. Et merci à toi, Wetsi. Merci beaucoup à toi. Avec joie.